Aujourd'hui, on se lance dans une exploration détaillée d'une anomalie vraiment fascinante, en fait, de la mécanique moderne. Ouais, une anomalie qui donne des sueurs froides à pas mal de monde. C'est exactement ça. Notre mission, pour ceux qui nous écoutent, c'est de comprendre pourquoi une tâche mécanique, apparemment rudimentaire, se transforme soudainement en un véritable cauchemar technologique. BM, série 2, 218. عندنا مشكل بريك. Un vrai casse-tête, oui. Allez, on attaque tout de suite un sujet qui, franchement, peut rendre fou pas mal de propriétaires et de techniciens BMW. C'est ce fameux message réinitialisation des plaquettes de frein infructueuses qui s'affiche juste après avoir fait ce qui semblait être une simple opération de freinage. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration détaillée d'une anomalie vraiment fascinante, en fait, de la mécanique moderne. Ouais, une anomalie qui donne des sueurs froides à pas mal de monde. C'est exactement ça. Notre mission, pour ceux qui nous écoutent, c'est de comprendre pourquoi une tâche mécanique, apparemment rudimentaire, se transforme soudainement en un véritable cauchemar technologique. Un vrai casse-tête, oui. Du coup, on a analysé nos sources, on a compilé des discussions passionnées de mécaniciens, des forums spécialisés et même des bulletins de service officiels des constructeurs. Et on va essayer de décrypter ce phénomène. Et c'est un phénomène très spécifique, mais tellement révélateur de notre époque. Totalement. Alors, imaginez un peu la scène. Des plaquettes de frein viennent d'être remplacées à la perfection sur une BMW, disons une 218D flambante neuve. Un modèle très courant en plus. Voilà. Les roues sont réinstallées, le métal brille, enfin bref. Le travail manuel est absolument impeccable. Le mécanicien s'installe au volant pour réinitialiser le compteur d'entretien. Il s'attend à la routine habituelle, quoi. Bah oui, tu tournes la clé et c'est bon. Mais là, sur l'écran haute résolution du tableau de bord, une alerte jaune clignote obstinément. Et le message est sans appel, Brake pad reset unsuccessful. L'échec de la réinitialisation des plaquettes. C'est ça. La machine refuse catégoriquement de reconnaître la réalité physique du travail qui vient d'être accompli. C'est vraiment la fin brutale de l'illusion de la mécanique pure, tu sais. Face à ce refus numérique, notre instinct nous pousse immédiatement à accuser une erreur humaine basique. Ouais, on se dit que le gars oublie un truc. Exactement. On se dit que le technicien a mal remonté une pièce, ou que le bouton a été mal pressé sur le tableau de bord, mais en fait, la réalité est beaucoup plus troublante. C'est-à-dire? Eh bien, nos véhicules ne sont plus de simples assemblages de métal et de pistons. Ce sont devenus genre de véritables réseaux neuronaux numériques. Des ordinateurs sur roues, quoi. Voilà, l'origine physique d'une panne et son symptôme sur un écran sont désormais totalement déconnectés. Le diagnostic, ça ne se limite plus à inspecter des disques avec une lampe de poche. Ça demande d'autres compétences. Oui, ça exige de déchiffrer la logique interne d'un ordinateur qui est devenu extrêmement pointilleux. D'accord, décortiquons tout cela. Parce que j'ai envie de commencer par regarder près de la roue, en fait. Avant d'accuser le grand ordinateur central, nos notes pointent vers une toute petite pièce en plastique au cœur de ce problème. Ah oui, le fameux capteur d'usure. Le capteur d'usure des plaquettes, ouais. Parce que dans ma tête, un capteur d'usure de frein, c'est purement binaire, non? Ça l'était, oui. Genre, la plaquette s'use, un petit fil électrique finit par frotter contre le disque en métal, il se coupe, le circuit s'ouvre, et hop, une lampe rouge s'allume au tableau de bord. C'était vraiment le standard absolu de l'industrie pendant très longtemps. Ça marchait très bien comme ça pendant des décennies, on est d'accord? C'était la simplicité incarnée, oui, et totalement infaillible. Mais les ingénieurs ont estimé que cette logique binaire ne suffisait plus pour les voitures modernes. Bien sûr, c'était trop simple. Voilà. Sur les générations récentes, comme cette fameuse BMW 218D qu'on a prise en exemple, on trouve ce que la documentation appelle un capteur à 2 niveaux. Attends, 2 niveaux? Ouais, un two-stage sensor en anglais. L'ambition, ce n'est plus seulement d'avertir quand le frein est complètement détruit. L'objectif, c'est d'anticiper mathématiquement l'usure à venir. Ah, je vois le genre. Au lieu de simplement crier au secours quand il n'y a plus de frein du tout, la voiture veut jouer aux devinettes avec notre style de conduite. C'est un peu ça, oui. Mais comment ils font ça physiquement au niveau de la roue? J'imagine qu'ils ont installé une sorte de jauge de profondeur hyper complexe. Non, en fait, le concept est beaucoup plus subtil que ça. Au premier niveau, lorsque la plaquette atteint une usure, disons intermédiaire, le frottement sectionne bien un premier circuit en surface. Ok, donc le fil se coupe. Oui, mais au lieu de couper totalement l'alimentation, le capteur dévie le courant. L'électricité est forcée de traverser une résistance électronique qui est intégrée au capteur. Ah, malin. Et cette résistance, elle est calibrée à une valeur très spécifique, 470 ohms. L'ordinateur lit cette valeur exacte, allume une alerte jaune plutôt discrète et utilise cette information. Il l'utilise pour faire quoi, du coup? Eh bien, pour commencer à calculer la distance restante. Il croise cette donnée de 470 ohms avec la fréquence de tes freinages, ta vitesse moyenne, pour estimer la durée de vie résiduelle des plaquettes. C'est comme la mèche d'une bombe à retardement qui brûlerait au ralenti, en fait. C'est une excellente analogie. Étape 1, donne l'avertissement silencieux. On voit la fumée, l'ordinateur calcule le temps avant l'explosion, mais il n'y a pas encore de panique à bord. J'en déduis que l'explosion, c'est l'étape 2. Exactement. Le frottement continue, il creuse le plastique du capteur et finit par atteindre et détruire physiquement cette petite résistance de 470 ohms. Aïe. Et là, le circuit est totalement rompu. La résistance devient infinie, l'ordinateur constate la coupure totale et déclenche la fameuse alerte rouge qui exige un remplacement immédiat. Ok, l'ingénierie est brillante, je l'avoue. Mais revenons à notre mécanicien qui est coincé dans l'atelier avec son refus de réinitialisation. Je parie que le problème vient d'une tentative de faire des économies, non? Oh, tu as mis dans le mille. Il a dû voir que l'alerte n'était que jaune, que le capteur n'était pas encore à l'étape de l'explosion. Et il s'est dit qu'il allait changer les blocs de métal, mais garder le vieux capteur pour faire gagner quelques euros à son client. Et c'est là que le piège se referme. C'est une logique humaine très pragmatique, mais qui percute un mur numérique monumental. Que se passe-t-il exactement, Evelyne? Le technicien change les plaquettes, il garde le capteur partiellement usé et il demande la réinitialisation depuis le siège conducteur. Mais le problème, c'est que le cerveau de la voiture exige des composants intégralement neufs. Ah, et un capteur neuf sorti de sa boîte, il affiche quoi? 0 ohm. Il n'offre aucune résistance au courant. Oh là là, la contradiction fatale. Voilà.
L'humain dit à la machine, c'est bon, tout est neuf, on repart à zéro, mais l'ordinateur lit les 470 ohms du capteur qui a été réutilisé. Et l'algorithme, il ne tolère aucune nuance. Il lit 470 ohms alors qu'il s'attend mathématiquement à 0 et il n'interprète pas ça comme une volonté de faire des économies, tu t'en doutes? J'imagine que non, il prend ça pour un bug. Pire, il prend ça pour une incohérence majeure du réseau de sécurité. Du coup, le système panique complètement, il rejette la réinitialisation, allume l'alerte rouge et souvent il plonge dans des calculs complètement farfelus. Genre quoi? Genre, il va afficher un dépassement d'entretien imaginaire de plusieurs milliers de kilomètres. 9000 miles de retard sur certains modèles anglais, par exemple. Le système se verrouille. Mais pourquoi réagir avec une telle violence numérique? Enfin, je veux dire, si la voiture était assez intelligente pour calculer l'usure au freinage près, Ouais. elle pourrait simplement afficher un message clair sur l'écran central, un truc du genre capteur usagé détecté, merci de le remplacer pour valider l'opération. Pourquoi verrouiller tout le système avec un faux kilométrage de retard digne d'une navette spatiale en perdition? La philosophie de conception repose sur une doctrine de sécurité très, très stricte. Le freinage, c'est vraiment l'organe vital de sécurité par excellence. C'est sûr. Ça me pardonne pas. Donc, si le logiciel autorise une réinitialisation avec des pièces à moitié usées, la base de calcul pour la prochaine usure sera irrémédiablement corrompue. L'ordinateur choisit donc de s'enfermer dans un mode d'erreur très sévère pour contraindre l'humain. Pour le forcer à remplacer l'intégralité du système. Exactement. Le capteur doit être changé en même temps que les plaquettes. C'est non négociable. Ok. Mais j'imagine que certains mécaniciens, frustrés par ce blocage ridicule, pourraient être tentés de contourner le truc. Comment ça? Simplement couper les fils du vieux capteur et les relier entre eux pour simuler un circuit neuf à 0 ohm et tromper l'ordinateur. C'est le genre d'astuce de vieux loup de garage, non? Oh là là, c'est une astuce extrêmement dangereuse aujourd'hui. Nos sources insistent lourdement là-dessus. Il ne faut jamais, au grand jamais, court-circuiter ou supprimer ce capteur. Vraiment? Ça ne marche plus? Non, essayer de tromper l'ordinateur en bidouillant les fils, ça génère des avertissements permanents, ça corrompt les données de la centrale de sécurité et ça peut même provoquer des dysfonctionnements en cascade sur d'autres systèmes d'assistance au freinage. Ah ouais, donc tu mets vraiment la voiture en danger en faisant ça, hein? Totalement. La seule issue viable, c'est de jeter l'ancien composant à la poubelle, d'installer un capteur neuf à 0 ohm et de relancer la procédure officielle. Donc la leçon est claire. On ne lésine pas sur un bout de plastique. Jamais. Mais supposons maintenant que le mécanicien a bien retenu la leçon. Le véhicule suivant arrive. Il installe des plaquettes neuves, il met un capteur flambant neuf, la mécanique est irréprochable. Tout est parfait, oui. Il retourne au volant, il lance le processus, et là j'anticipe, la machine affiche quand même un échec, n'est-ce pas? Et oui. Si le matériel est parfait, c'est qu'on a quitté le domaine du métal pour plonger dans les méandres du logiciel pur et dur. Et c'est là que c'est le plus déroutant. Ce qui est fascinant ici, c'est que le logiciel se comporte comme un chef d'orchestre très très rigide. C'est-à-dire? Avoir les bonnes pièces physiques, ce n'est plus qu'un prérequis basique. La procédure de validation exige le respect d'un environnement algorithmique draconien. Nos sources détaillent la chorégraphie exacte, étape par étape. Une chorégraphie. Pour réinitialiser des freins. Oui. Par exemple, pour que la voiture daigne écouter la demande, le véhicule doit d'abord être complètement éteint. Ok, Ensuite, il faut mettre le contact en position on, mais sans démarrer le moteur. ça semble raisonnable jusque-là. On met le contact juste pour allumer les écrans et l'électronique. La suite demande une précision chirurgicale. Il ne faut absolument pas effleurer la pédale de frein, Sérieusement? sans toucher les freins. Surtout pas, sous peine de réveiller les pressions hydrauliques et d'annuler instantanément l'opération. Ensuite, il faut maintenir enfoncé le bouton de remise à zéro du compteur kilométrique pendant un temps très précis, D'accord. attendre que le sous-menu caché apparaisse, sélectionner spécifiquement l'option de freinage, puis maintenir à nouveau le bouton pour forcer le lancement du reset. C'est toute une manipulation. Et c'est pas fini. Durant tout ce processus, il faut attendre patiemment la fin de la barre de progression. Si tu relâches le bouton une fraction de seconde trop tôt, tout échoue. Et sur certains modèles, écoute bien, la documentation technique stipule que toutes les portières doivent être parfaitement fermées. Fermer. Non mais on dirait les codes secrets qu'on utilisait dans les vieux jeux vidéo. Exactement ça. Faire haut, bas, maintenir un bouton, fermer la porte, ne pas toucher les pédales. N'est-ce pas complètement délirant de la part des ingénieurs? En quoi le fait qu'une portière soit ouverte à 1 mètre du sol devrait-il empêcher le cerveau de la voiture de comprendre que les freins qui sont en dessous sont neufs? C'est vrai que pris isolément, ça frise l'absurde. Mais il y a une logique de sécurité globale de l'interface derrière tout ça. Laquelle? Le fait que les portes soient closes, les pédales relâchées et le moteur coupé, tout ça indique au processeur que le véhicule est stabilisé, qu'il est sécurisé dans un atelier sans passager en mouvement. Un sas de sécurité en quelque sorte? Voilà. Ces manipulations complexes agissent comme un sas pour éviter qu'un conducteur distrait ne réinitialise un organe critique par accident juste en jouant avec son tableau de bord dans les embouteillages. Vu comme ça a du sens. Le véritable problème, en fait, c'est l'absence totale d'explication de la machine. Si une manipulation est mal faite, l'ordinateur ne dit pas « veuillez relâcher la pédale », il se contente d'afficher « échec ». Et ça laisse l'humain douter de son propre montage mécanique. C'est l'opacité de la machine qui crée la panique. Exactement. Mais poussons le scénario à son paroxysme. Disons que notre professionnel a tout fait parfaitement. Pièce neuve du constructeur, porte bien fermée, pédale intacte, la petite danse des boutons a été exécutée avec une précision de métronome. Est-ce que là, au moins, on est sûr d'avoir ce fameux message vert de confirmation? Eh bien... loin de là. Oh non. C'est à ce stade qu'on découvre que les différentes strates électroniques du véhicule communiquent parfois de manière excessive. Une anecdote très documentée dans nos dossiers illustre bien cette folie. C'est l'histoire d'un professionnel chevronné qui a lutté pendant 4 heures complètes sur un modèle de BMW série 3. 4 heures. Pour une procédure qui aurait dû prendre 20 secondes. Oui, 4 heures. J'imagine qu'au bout d'un moment, le doute s'installe, il a dû penser que ses pièces neuves étaient défectueuses d'usine, ou qu'un rat avait rongé un câble dans le châssis pendant la nuit. Ah, il a épuisé toutes les options rationnelles. Il a racheté de nouveaux capteurs, il a sorti les valises de diagnostic OBD les plus puissantes du marché pour forcer la commande. Et alors? Rien n'y faisait. Le système repoussait chaque tentative, même avec l'OBD. La véritable cause de cette paralysie n'avait strictement rien à voir avec le système de freinage. Attends, c'était quoi alors? Un mois plus tôt, ce même véhicule était passé au garage pour réparer une simple vibration dans le volant. Et par mesure de sécurité pour les airbags, la batterie avait été momentanément débranchée. Ne me dis pas qu'une histoire de batterie débranchée 30 jours auparavant empêche de valider des freins aujourd'hui. C'est impossible. La connexion est purement algorithmique. En débranchant la source d'énergie, l'horloge interne du système s'est effacée. La date et l'heure sont revenues à zéro. Ah,
L'horloge. Or, le système d'entretien embarqué, le CBS, ne se contente pas de compter les kilomètres pour évaluer l'usure. Il comptabilise également les mois écoulés. L'ordinateur s'est soudainement retrouvé aveugle temporellement. Il devait planifier la date du prochain remplacement, mais il ignorait en quelle année le véhicule se trouvait. C'est ça. Face à cette impossibilité mathématique de projeter une date future, le système a verrouillé la procédure par précaution. C'est là que ça devient vraiment intéressant et terrifiant en même temps. Donc la voiture bloque une validation de sécurité vitale, elle paralyse la maintenance uniquement parce qu'elle ne connaît pas la date du jour. Et dès que le professionnel a identifié cette absurdité, il a simplement réglé l'heure et le calendrier sur l'écran des tableaux de bord. Et tu sais quoi? La procédure est passée. Instantanément, du premier coup. On nage en plein paradoxe là. C'est censé représenter le summum du génie sécuritaire, la perfection prédictive. Mais on a franchi une ligne où l'hyperconnexion rend le système vulnérable au moindre grain de sable. Un système tellement intelligent qu'il en devient stupide, oui. Est-ce qu'on a franchi les lignes de la surcomplication, transformant une tâche de base en un cauchemar usinier? Totalement. Et cette surcomplexité génère des phénomènes que l'on pourrait presque qualifier d'hallucinations numériques. Des hallucinations, c'est-à-dire? Les archives des constructeurs répertorient des cas massifs. Par exemple, le bulletin technique officiel SIB 340208 pour les modèles de la génération E90 à E93. Qu'est-ce qui se passait sur ces modèles? L'ordinateur affichait subitement des alertes rouges terrifiantes. Le message hurlait de stopper le véhicule immédiatement, prétextant une défaillance totale et critique du freinage, avec les codes d'erreur 5DF0 et 5DF1. Oh là là, les propriétaires devaient être morts de peur. Les véhicules arrivaient dans les ateliers sur des camions de dépannage, j'imagine. Exactement. Et je devine que tu connais la suite de l'histoire. Le mécanicien démonte les roues, inspecte les étriers, vérifie le niveau de liquide de frein, et physiquement, tout est absolument parfait, n'est-ce pas, espèce? Une intégrité mécanique totale. Les disques lisses, les plaquettes super épaisses, la voiture inventait une panne mortelle de toutes pièces. Une hallucination, comme tu dis. D'où venait le problème alors? Le problème était un défaut logiciel profond niché dans le calculateur de stabilité dynamique, le système DSC, l'unité qui gère les réactions d'urgence. Le code s'emballait. Et comment tu répares un truc pareil, espèce? La résolution n'impliquait aucune clé, aucun tournevis. La seule manière de réparer ces freins virtuellement détruits, c'était de brancher un câble réseau et de reprogrammer entièrement la voiture. Un flash logiciel complet. Oui, avec le logiciel ISTAP, il fallait écraser l'ancien code pour guérir l'hallucination numérique et effacer les défauts dans le calculateur. Et c'est là qu'un outil de diagnostic avancé devient absolument nécessaire. Mais attends, même si le logiciel se comporte parfois comme un tyran, à la fin de la journée, changer un frein, ça reste une action fondamentalement physique, non? Oui, bien sûr. On enlève un vieux bloc de métal rouillé, on remet un bloc de métal neuf. Est-ce que cette partie-là du travail, au moins, échappe aux exigences de l'ordinateur? Est-ce qu'on peut encore y aller avec un peu de force brute quand ta disque est grippé par les années? La force brute, elle est devenue totalement incompatible avec ces véhicules. Ah bon? L'exigence de précision numérique a imposé de nouvelles lois physiques à l'intérieur même de l'atelier. Prenons l'exemple des modèles comme la F22. La petite sportive de chez BMW? C'est soit un coupé sportif célèbre pour sa répartition de poids idéale de 50-50 entre l'avant et l'arrière pour garantir une dynamique parfaite. Sur un châssis aussi équilibré, frapper un vieux disque coincé avec un marteau pour le retirer, c'est aujourd'hui formellement proscrit. Pourtant, le bon vieux coup de marteau pour décoller la rouille, c'est la tradition universelle dans tous les garages du monde. Une tradition que la technologie a complètement enterrée, un choc violent sur le métal, ça provoque des micro-déformations totalement invisibles à l'œil nu sur le milieu de la roue. Invisible, mais l'ordinateur le sent, j'imagine. Sur le moment, personne ne remarque rien. Mais au fil des mois, cette déformation va générer d'infimes vibrations lors des freinages à grande vitesse. L'ordinateur va percevoir ces irrégularités via ses capteurs de rotation hypersensibles et boum! Il déclenche un nouveau voyant d'erreur. Exactement. Les techniciens doivent désormais utiliser des outils très spécifiques, comme l'outil de mesure de voile numéro 341-280, pour vérifier l'épaisseur et le parallélisme des disques au micromètre près. Les micromètres. On est à des années-lumière du mécanicien qui évalue l'usure en passant son ongle sur la tranche du disque en métal. Complètement. Et j'imagine que pour le remontage, c'est pareil. Serrer les écrous à la seule force des bras jusqu'à ce que ça bloque, c'est tout aussi interdit. Ah oui, la tension est devenue une donnée mathématique ultra rigide. Chaque boulon exige une force de serrage spécifique, une précision maniaque. Par exemple, 16 Nm pour la petite vis du disque et 110 Nm pour le grand support de fixation. Et si on se trompe? Toute erreur détruit la géométrie de la pièce. Une asymétrie dans la tension modifie la capacité du métal à dissiper la chaleur intense du freinage. Ce qui te voile la pièce. Ce qui voile la pièce. Et inévitablement, ça sera détecté par le réseau et ramènera le véhicule à la case départ avec une nouvelle alerte. Le travail manuel est sous le contrôle total de l'électronique. Donc, l'image classique du mécanicien rustique, tu sais, en bleu travail avec les mains couvertes de cambouis et un tournevis derrière l'oreille, elle est complètement morte. C'est une image d'Épinal, oui. Le professionnel moderne que nous découvrons au travers de nos sources, c'est en réalité un analyste de données réseau. Un gars qui manipule une interface de diagnostic comme arme principale et qui garde, par hasard, quelques clés à molette dans ses poches juste pour confirmer physiquement ce que dicte l'écran. C'est vraiment un changement de dimension. Face à un échec de réinitialisation tenace, lorsque la petite danse des boutons du tableau de bord ne donne rien, la solution ultime recommandée, ce n'est jamais mécanique. C'est l'informatique. Il faut brancher l'outil de diagnostic OBD professionnel, entrer dans les méandres du calculateur, effacer les codes d'erreur accumulés et forcer numériquement l'acceptation de la nouvelle pièce. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour notre audience? Pour résumer un peu l'essence de notre exploration aujourd'hui, le point crucial à retenir, c'est qu'un simple message d'erreur sur un tableau de bord, ce n'est plus la vérité absolue. C'est juste un point de départ. C'est ça, c'est la porte d'entrée d'un labyrinthe complexe. Les symptômes de surface que nous observons, une alerte rouge criarde, un refus de fonctionner, un compte à rebours d'entretien délirant, sont très souvent des écrans de fumée. Des signaux trompeurs. Face à une architecture aussi connectée, la seule approche fiable pour éviter des conclusions hâtives et, disons-le, des remplacements de pièces super coûteux et inutiles, c'est l'analyse des données en direct. C'est devenu la seule vérité fiable. Et si nous relions cela à une vision plus large, on réalise une chose fascinante. Ce cauchemar de diagnostic ne se cantonne pas du tout aux ateliers de l'industrie automobile allemande. Ah bon? On retrouve ça ailleurs. Cette logique algorithmique s'est infiltrée partout dans notre quotidien. Pensez à nos objets de tous les jours, les téléphones que nous utilisons, les ordinateurs portables, l'électroménager hors de prix de nos cuisines. Tous ces objets obéissent aux mêmes règles algorithmiques d'interdépendance. C'est tout à fait vrai. Un simple réfrigérateur embarque presque autant de puissance de calcul et de capteurs qu'une voiture aujourd'hui. Exactement. Et cela soulève une réflexion finale vertigineuse pour ceux qui nous écoutent. Combien d'appareils parfaitement sains ont été jetés à la poubelle prématurément? Combien de fortunes ont été dépensées
avancée pour remplacer les écrans tactiles ou des batteries soi-disant hors service sous prétexte que la machine refusait de démarrer. Trop, beaucoup trop. La grande leçon de cet échec de freinage, c'est que le défaut matériel n'existait peut-être même pas. La panne apparente n'était probablement que le résultat d'un minuscule défaut logiciel caché dans le gestionnaire d'alimentation. Ou une horloge interne déréglée et suite à une coupure de courant. Ou une petite anomalie de résistance électrique. Voilà, une anomalie qui a doucement étranglé l'appareil à petit feu, jusqu'à lui faire simuler une défaillance critique. C'est une pensée extrêmement provocatrice et pertinente pour clore cette analyse. Cela invite les esprits curieux de notre audience à se poser la question. La prochaine fois qu'un écran devient noir, qu'un appareil refuse obstinément de démarrer, ou qu'une machine s'illumine de messages d'erreur dramatiques alors que son état physique semble parfait, prenez du recul. Ne croyez pas aveuglément l'écran. Ne vous fiez pas aux symptômes de surface. La véritable question à se poser est la suivante. Quel est le véritable capteur invisible? Quelle est la variable inattendue dissimulée dans l'ombre du code, qui orchestre silencieusement cet échec apparent? Merci d'avoir exploré tout ce matériel avec nous aujourd'hui, car comme on l'a vu, derrière une alerte de défaillance critique, se cache peut-être simplement une machine qui a oublié la date du jour. À très bientôt pour une nouvelle exploration.